référence, c'est un peu la technique pour le niveau d'intervention. Donc je laisse ici après des cartes visites, il y a des coordonnées, il y a mon mail, mais sur Facebook vous le trouverez aussi, c'est sous mon nom, Benadjila Soulier. Allô? Ouais, d'accord. Donc je vais vous présenter, vous donner des axes, des données sur l'agriculture, dans la vision mondiale, pour l'évolution et tout, et sur l'impasse, les impasses auxquelles on est arrivé. Et après, on va décortiquer, voir ensemble, c'est-à-dire, je voudrais mettre la réflexion, je vous donne des données pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Vous voyez, on va voir l'impact de l'énergie dans le développement. Et d'où on va faire une retombée sur les énergies renouvelables, obligatoires. Alors, actuellement, la communauté scientifique, même moi je ne suis pas tout à fait d'accord, pense que la Terre a atteint ses limites, on le sait, par rapport au changement climatique, ressources hydriques, changement d'usage des sols, etc. Le changement d'usage des sols, c'est tout ce qui est bouffé par la construction, tout ce qui est bouffé par la déforestation, tout ce qui est bouffé par l'érosion, etc., etc. Alors, par exemple, le changement d'usage des sols, vous savez très bien ce que ça fait, ce qui est en train de se passer pour la déforestation. Vous connaissez l'histoire de l'huile de palme en Indonésie, le massacre qui est en train de se faire, et 80% de la déforestation est faite pour les besoins de l'agriculture. Actuellement, donc, je ne sais pas la peine que je vous bombarde de chiffres, combien de milliers d'hectares, etc. Ça se trouve partout. Il y a le flux de phosphore. Pourquoi le phosphore? Eh bien parce que le phosphore, c'est un facteur de production agricole. C'est un engrais. Et le phosphore, qui sait qu'il y en a au Maroc, et il y en a en Tunisie, il y en a un peu en Chine, et on ne sait pas réellement les réserves actuelles du phosphore. Elles sont pratiquement tenues secrètes. C'est à peu près la même chose pour des problèmes stratégiques. C'est à peu près la même chose pour le pétrole. Mais pour le pétrole, il y a des organismes d'observation, on peut savoir à peu près où on en est. On va le voir tout à l'heure. Alors, on est le 4 avril. 4 avril, j'ai pris ça, c'était sur le Ouattin, et ça concernait Constantine. Donc je me suis dit, en tant que, comment je lis les choses, bon, je dis certainement que je ne lis pas les choses comme vous pouvez les dire, un agronome, il va lire autrement. Alors, il parle de résultats, des salles de Constantine, il parle de résultats encourageants. Alors, je vous reprends les passages en bleu. Un responsable de la DSA reconnaît néanmoins que la pénurie de la VIA en matière d'approvisionnement en engrais azoté. L'engrais azoté, il faut savoir, c'est actuellement l'engrais pratiquement le plus utilisé, le plus polluant, etc. etc. Mais l'engrais azoté, il est fabriqué à partir de pétrole. Ça, il faut le savoir. Donc, je vais vous donner les chiffres après. Après, il dit ainsi que le retard et donc pétrole, qui est une ressource possible. D'accord? Bientôt, on n'en aura plus. Donc, ça veut dire quoi? Deuxième point, le désherbage chimique. Alors, le désherbage chimique, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits chimiques qu'on utilise actuellement, à peu près, il y a le tiers qui va aux plantes. Le reste, il est foutu dans la nature. Alors, c'est la destruction des sols chimiques, la microbiologie des sols, etc., etc. Sans compter les résidus pour l'être humain. Bon, on en parlera tout à l'heure. Et il y a le fameux labour. Depuis quelque temps, on reconnaît, tout le monde reconnaît que le labour doit être arrêté. On ne doit plus labourer les sols. Alors, pour ceux qui font agro ou l'écologie, on nous enseigne toujours le labour, etc., etc. Alors que tout est faux. Tout est faux. On en revient, justement, par rapport aux vers de terre et à toute la microbiologie des sols. Bon, et aux intempéries. Il y a un problème d'intempéries. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème d'intempéries dans la zone, par exemple, du côté de Constantine, là-bas, on est dans la partie nord-est de l'Algérie, et cette partie-là, d'après les prévisions météorologiques, il va y avoir tout le temps des problèmes d'intempéries. Dorénavant. Ça va être beaucoup plus fréquent. Donc, ce n'est pas un problème
conjoncturel, c'est un problème structurel. Ça devient, il faut savoir gérer ça dorénavant. Et c'est d'autant plus accentué quand on fait une agriculture classique. C'est pour dire à peu près, ils sont satisfaits, c'est ça, pour vous dire à peu près, les services d'agriculture, ils sont complètement dépassés par rapport à l'évolution scientifique. Bon. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la courbe d'Hubert. La courbe d'Hubert, c'est un certain type, à un moment donné, on le prenait pour un idiot. Il avait prévu que le pétrole, il n'y en aura plus, etc., à telle date, au bout de tant de temps. Et il s'est trouvé en cloche, mais en fait, moi, il l'avait fait pour les hydrocarbures, et moi, je pense que c'est la même courbe pour toutes les réserves fossiles. Toutes les ressources fossiles, c'est clair, on a une donnée stable, et on commence à prélever, elle ne se renouvelle pas. C'est normal qu'à un moment donné, il n'y en ait plus. Au Chenot, ça évolue en cours. Alors, pour l'instant, actuellement, pour le pétrole, avant, on avait 5 barils découverts pour 1 baril consommé. Actuellement, on est en déplétion, et pour 1 baril découvert, on en consomme 5. Il ne faut pas se leurrer, il faut bien lire les chiffres. On a fait un chiffre la dernière fois, c'était dans le journal, il parlait de 8000 un gisement qui a trouvé l'Algérie, alors ils ont trouvé, l'Algérie c'est 8000 barils jour. Et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit 1 200 000 barils. Qu'est-ce que c'est que 8000 barils? C'est pas ça qui va changer. Donc, là, on part, c'est-à-dire, comment on arrive à savoir actuellement que les réserves sont en train de chuter? On arrive à le savoir parce qu'il y a des puits qui ferment de plus en plus. Il y a des pays qui ne produisent plus. Par exemple, actuellement, à $36, il y a plein de pays qui ont arrêté. Bon, ça, c'est pour un problème de rentabilité. Alors, en 70, c'était, là, 70 ou 72, je ne sais pas exactement, 72. C'était là où la Terre avait atteint ses limites. C'est ça, on avait dépassé, l'activité humaine a dépassé la capacité de la Terre à nous nourrir. L'ensemble des activités humaines. On parle en termes, je ne sais pas s'il y a des écologistes dans la salle, il y a des gens qui ont fait écologie. On parle c'est pas compliqué, pour faire les choses plus simples. J'ai 1 hectare, je peux faire nourrir 100 unités de quelque chose. Moi, j'en mets 150. C'est normal qu'avec l'hectare, il va se réduire. Je dépasse sa biocapacité, sa capacité à supporter. Et c'est toute la Terre entière, qui est en train de. On est en train de foutre encore. Bon. Alors, pourquoi les limites, elles sont atteintes? Elles sont atteintes sur le plan énergétique. Donc, on sait qu'on ne peut plus continuer comme ça. On va voir ce que c'est que l'énergie par rapport à l'alimentation. C'est les limites par rapport à l'eau. L'agriculture, c'est la plus grande consommatrice d'eau. C'est les limites par rapport au climat. C'est les limites par rapport aux problèmes socio-économiques. Parce que jusqu'à présent, c'était des ingénieries plus techniques et économiques que sociales. Des ressources naturelles, entre autres donc le phosphore. Donc lui, il a été placé, le phosphore, il menace directement la sécurité alimentaire. Directement.
Et ça, on ne connaît pas encore les réserves. Et puis il y a un autre problème qui est devenu, qui a pris de l'ampleur à partir de 2007-2008 et qui a commencé. Avant, c'était pas comme ça, mais depuis 2007-2008, ça a pris une ampleur catastrophique. Il y a je sais pas combien, enfin de gros chiffres de terres qui sont achetées ou louées, notamment en Afrique. À Kousmeto, certainement les États-Unis qui viennent d'acquérir 6 000 hectares, mais ce n'est que le début. Il y a un contrat qui est en cours pour 120 000 hectares. Et généralement, les gens ils disent c'est bien, John American, etc., etc. Mais American, c'est une société qui est venue. C'est une société, et une société, elle fait du profit. Elle ne fait pas du social. Une société, elle vient pour le bénéfice. Donc, elle ne vient pas pour nous. Elle vient pour se faire de l'argent. C'est tout court. C'est pas plus compliqué. C'est pas une œuvre de charité. Alors, c'est pour vous donner à peu près qu'est-ce qui va, quand on parle de ressources, les réserves qui vont, ça va être la fin. Il y a des éléments qui n'existent plus. Hein. On n'en a plus depuis quelques temps. Bon, le reste, on a le cuivre, l'or, etc. Bon, ce qui est sûr, c'est que le charbon, il a une longue vie. L'aluminium, ça nous intéresse d'ailleurs dans la production d'électricité. Parce qu'actuellement, on fait vu le prix du cuivre qui a flambé, quoi. On remplace par l'aluminium. Et vous savez que l'aluminium, il a une conductivité électrique nettement moindre que celle du cuivre. Donc, ça va poser un problème. On va en parler dans le monde rural. Alors, bon, ça on passe. Alors, donc on avait dit en 70, on avait dépassé la capacité de la Terre. C'est-à-dire, elle a été mesurée en 93. On a dépassé la même année, en l'année 93, on avait dépassé le 21 octobre. En 2003, le 22 septembre. Et ça, chaque année, ça s'approche. Ce qu'on remarque, c'est entre 2014 et 2015, ça s'est décalé de 6 jours. Et on pense, tous les écologistes, tout le monde est d'accord pour ça, c'est que si jamais on arrive au 1er janvier, c'est-à-dire c'est l'effondrement des écosystèmes. Et il n'y aura plus moyen de produire. Ça, c'est une donnée, il faut... Bon. Alors, je me suis amusé à vous faire un graphe. Alors, là, ça, c'est la biocapacité de la Terre. Alors, ce qui est en rouge, c'est la biocapacité. Ça, c'est l'empreinte écologique. Ça, c'est le degré d'autonomie, 65% vers la Terre, soi-disant 65%. Et ça, alors, c'est le degré de dépendance, en fait. La dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dépend, on prend sur la Terre. La planète, on prend sur la Terre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on creuse. Et on va avoir une Terre qui est complètement creuse. J'ai pris, à côté, c'est l'Algérie. Alors, l'Algérie, comme d'ailleurs en 62, on était 10 millions d'habitants. Et on avait une surface donnée, on n'a pratiquement pas augmenté les infrastructures de production. Mais pour nous, la population est multipliée par 4. Ce qui fait que la biocapacité elle a chuté. Le rapport être humain par rapport à la surface, capable de nourrir, les êtres humains, elle a chuté. Et alors, on a une biocapacité pratiquement nulle. On a un degré d'autonomie, il est de 34%, là. C'est tout ce qu'on a comme autonomie. 34%, ça veut dire à peu près le tiers. Le tiers, ça veut dire si on arrête. Alors ça, c'est le degré de dépendance. 65% de dépendance. Alors le problème, si on voit par exemple ici l'Éthiopie, le degré de dépendance, il est de 42%. C'est faible par rapport à nous. Bon, vous allez me dire que l'Éthiopie crève la dalle. Ok.
l'Éthiopie, nous, cette autonomie qu'on a, enfin cette dépendance qu'on a, on ne l'a que grâce au pétrole. C'est tout. C'est-à-dire s'il n'y a pas de pétrole, on n'a plus d'autonomie. Donc, à 34%, ça fait à peu près 13 millions d'habitants qu'on peut nourrir actuellement. Sans importation, parce qu'on importe du carburant, sans soutien et tout, on nourrirait même pas l'Algérie de 1960 actuellement. C'est-à-dire qu'on est, sur le plan sécurité alimentaire, on est pire que dans la situation de celle de 60. Ça, c'est important. Alors, bon, à l'échelle mondiale, on voit à peu près comment on est dans un contexte de croissance démographique, comme jamais ça a eu lieu, et on progresse, vous avez la courbe en milliards, entre 2000 et 2014, il y a eu 1 milliard de plus en 14 ans. Et entre 1960 et 2000, on a doublé. On est passé de 3 milliards à 6 milliards. Et c'est un développement humain, il y en a même qui parlent du phénomène humain, un développement incroyable. Actuellement, donc, la Terre, on évolue avec 75 millions à 80 millions d'habitants par an, ce qui veut dire qu'il faut qu'on produise 150 millions de tonnes en plus chaque année. Alors, pour simplifier, on dit en tonnes équivalent céréales. Parce qu'on a tout converti en céréales. Pour les gens qui ont fait hydrocarbures ou la nature, maintenant on convertit tout, par exemple, pour l'énergie, en tonnes d'équivalent pétrole. Et là, dans l'alimentation, on a fait la même chose. On a tout converti en tonnes équivalent céréales. Voilà, on dit que les céréales, c'est le baromètre de la faim. C'est les céréales. Pourquoi? Parce que les céréales assurent 42% de l'énergie alimentaire sur la planète. Donc ça donc avec les céréales, il ne faut pas jouer. On a riz, blé et maïs. Bon. Alors, ça c'est les données de la FAO, reprises par Jean Ziegler, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a 57 000 personnes qui meurent tous les jours de faim ou des conséquences de l'alimentation. Il y a un gosse qui meurt toutes les 5 secondes de faim actuellement. Ça c'est. Et bon, il y a les prix bien sûr de l'alimentation qui vont augmenter. Donc la situation risque d'être empirée. Et ça pose un problème au niveau planétaire de sécurité alimentaire. Parce qu'actuellement on est à 850 millions de gens qui crèvent de faim. Et on a dépassé le milliard en 2007. Si vous dites 2007, si vous regardez, pourquoi on a dépassé le milliard en 2007? Parce qu'en 2007, le pétrole était à combien? À 145. Il était à 145, les États-Unis ont subventionné la production du biocarburant, maïs, et le maïs, donc, il n'y en avait plus pour manger, et ça fait flamber les prix des céréales, et des gens crevaient la taille. Et ce qu'il faut savoir, pour faire 50 litres d'éthanol, il faut 350 kg de maïs. C'est-à-dire, alors 50 litres, 350 kg de maïs, 360 kg de maïs, c'est-à-dire pratiquement 1 an et demi en équivalent céréales d'alimentation pour quelqu'un. Alors vous voyez 50 km par rapport à 50 litres par rapport à une année et demie de vie. Alors, pour l'Algérie, spécialement comment ça se passe. Donc, vous avez en pointillé la biocapacité de la planète qui est en chute, et vous avez l'empreinte écologique qui n'arrête pas d'augmenter parce qu'on ne fait que prélever. Et ce qui est intéressant, c'est la courbe jaune, les exportations nettes de l'Algérie, hors hydrocarbures. Et comme par hasard, on remarque que c'est pratiquement 70, 72, 73. Ça correspond à quoi? Ça correspond à le pétrole. Mais
ça a commencé à la décadence. On a commencé à vivre, on a tourné en économie de rente. Alors, situation en Algérie. Capable de se nourrir, autosuffisance alimentaire. Actuellement, on produit à peu près 85 kilos, ce qui n'a rien à voir, et pour une consommation de 2 kg 300 par personne actuellement. Les Algériens consomment 2 kg 300, c'est l'aliment qui est le plus consommé, les céréales, et le deuxième aliment, un peu comme je connais, c'est la patate. Là, c'est la patate. La patate. J'ai écrit un truc là-dessus, c'est la patate, la pomme de terre, le pilier de la sécurité alimentaire. Je peux vous passer un article que vous pouvez consulter. Et c'est un pilier de l'alimentation, c'est pas uniquement pour l'Algérie. Hein. En Europe, la patate a fait une famine en 1848. La fameuse famine en Irlande où il y a eu 2 millions de morts. Et c'est pire qu'Hiroshima. Hiroshima, c'est 70 000 morts. Alors, et donc, actuellement, on a dépassé les 14 milliards d'importations de bouffe. Donc, et c'est une. Donc, on voit là que, dans le graphe avec là, on voit que notre dépendance, elle n'est pas conjoncturelle, c'est pas une année. On est dépendant. Non, c'est structurel. C'est devenu, ça y est, on est rentré dans un cercle qui est alors périlleuse. Voilà. Donc, c'est schématiquement, voilà comment ça se présente. Ça, c'est notre consommation en haut. Et ça, c'est notre production de céréales. Tout court. La courbe, elle s'arrête en 2009, mais une mauvaise année comme celle-là, on produit à peu près 1 million de tonnes. Alors qu'on consomme 8 millions. On est à 8 millions de tonnes. C'est-à-dire pratiquement rien du tout. Alors, pour vous parler actuellement, on est aussi dans une conjoncture, donc on a parlé un peu de la poussée démographique, et il y a le problème climatique. En tant qu'agronome, pour l'agriculture, c'est quoi dans une usine ou dans un amphi où il fasse chaud, qu'il fasse froid, il y ait changement climatique à la limite, on s'en fout. Hein, le chauffage ou la déclimatisation ou un truc comme ça. Mais l'agriculture, c'est la seule activité économique qui dépend totalement du climat. Donc, qui dit climat, donc il va y avoir des perturbations en termes de pluie, une hausse de température actuellement, on dit il y a eu 0,8 degrés, et ça se répercute directement sur la sécurité alimentaire. Il n'y a pas. C'est-à-dire que les perturbations climatiques, là on est dans une salle, ça roule portable, avec ton mobile, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne m'arrête pas de vivre. Je bouffe pas 3 jours, 4 jours, c'est la catastrophe, c'est pas possible. C'est-à-dire l'alimentation, c'est pas négociable. Et c'est pas une marchandise non plus. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, pour revenir aux histoires de climat, c'est bien, parce qu'on va tomber, vous avez entendu parler certainement du climato-sceptique. Les gens qui n'y croient pas. On va en dire un mot parce qu'on ne veut pas les entendre, mais je pense que ça vaut le coup de. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est la Terre, elle se refroidit, elle chauffe depuis tout le temps. Il y a un problème d'axe de la Terre, il y a un problème orbital. Donc, c'est des cycles qui ont toujours existé. Et nous, on est là, dans ce cycle, donc, c'est un réchauffement climatique, disons, naturel. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute cette période, par exemple, la période glaciaire et tout, on ne pouvait pas faire d'agriculture. L'être humain ne pouvait pas, il vivait de la cueillette, etc., etc. Et ce n'est que là, quand la température est arrivée à 15 degrés, la température de la Terre,
qu'on a pu faire des cultures, travailler et produire. Donc, c'est une différence de 5 degrés qui a fait tout, uniquement 5 degrés. C'est-à-dire, quand on dit la planète va augmenter de 1 degré ou de 2 degrés, on ne s'imagine pas, mais 5 degrés, c'est énorme. Ça change tout, il n'y aura plus de vie biologique. Alors, donc, on était arrivé là, à cette extrémité, on va la voir à peu près comment ça s'est passé. Donc, on se retrouve il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, l'homme a commencé, c'était la révolution du néolithique. Et il y a eu la néotilisation, et l'être humain a commencé à cultiver des terres. Et à l'époque, c'était la bâtie brûlée. Il habille les forêts, et puis on cultive. Et ça a été la première crise écologique de l'histoire qu'a faite l'être humain. Et en 10 000 ans, on a perdu 1 milliard d'hectares. Estimé à 1 milliard d'hectares. Et il y a des reconstitutions. On sait que même le paysage de la Terre a changé. Parce que plein d'érosion, etc., etc. Donc on voit entre 1700, on est donc dans un temps plus proche, entre 1700 et 1900, la population, pratiquement, elle a doublé. Elle a mis 2 siècles. Mais entre 1960, en 40 ans, elle a doublé encore. C'est le processus démographique s'est intensifié. C'est en exponentiel, c'est normal. Alors, quand on se reprend, c'est pour un peu aboutir aux histoires de climato-sceptiques, je ne sais pas s'il faut le connaître, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, c'était entre 1000 et 1200, ça plutôt vers 1600. C'était l'époque où les Vikings avaient colonisé le Groenland, etc. Et voilà, donc. Et puis, donc on est en train de grimper en température. Alors, quand on prend le bout là, le bout ici, on se retrouve là. Alors, pour les climato-sceptiques, ils disent que c'est une augmentation qui est normale, mais c'est-à-dire qui est normale, qui est indépendante de l'activité humaine. Bon, ils ont le droit de le dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le réchauffement, depuis l'ère industrielle, donc depuis 1860 à peu près, elle s'effectue à une vitesse 30 fois supérieure à la normale. D'accord? Et les climato-sceptiques, ils disent qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de corrélation entre le taux de CO2, parce qu'on a dépassé les 400 ppm, entre le taux de CO2 et les températures. Et on voit sur cette courbe que, comme ici, il n'y a pas de corrélation. Ici, il n'y a pas de corrélation. Et il y a des données plus loin, on sait qu'il n'y avait pas de corrélation. Bon. À la limite, mais s'il y a un réchauffement, comment ça se répercute chez nous? Comment ça se répercute chez nous? Alors, nous, on importe du bovin, par exemple, le lait, ce qu'on produit comme lait. D'accord? Nous sommes le premier importateur de lait dans le monde, par tête de personne. Imaginez, on est le deuxième en termes d'importation, après qui? Après la Chine. La Chine, quand elle importe, c'est normal qu'elle importe plus que nous, parce que, bon, c'est la Chine, quoi. Bon. Donc, les deuxièmes, c'est vraiment catastrophique, si on est juste les Chinois, c'est que, bon. Donc, on importe des vaches. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture, c'est travailler avec le produit de ton terroir. C'est pas avec l'importation. C'est que ces vaches-là, alors, imaginez, maintenant ça a été testé sur échelle réelle parce que on sait les effets du climat. Alors, des bovins exposés pendant 4 heures en conditions de stress léger, à plus de 22 degrés, on perd 1,8 litres jour. Alors, imaginez, 22 degrés. C'est des vaches qui ne sont pas aptes. Alors, pour Henaya, ça ne marche pas du tout, quoi. C'est ce qui fait que chaque année, chaque 2-3 ans, c'est des importations de génisses pleines, on n'arrive même pas à sélectionner. Autre chose, pour les céréales, parce que ça, on importe aussi, parce qu'on avait les variétés de blé dur Tawana, qui datent de l'époque romaine, les Romains à tout le temps, quoi, qui sont parfaitement adaptés aux températures et qui sont développées dans ces contextes.
mais les variétés qu'on est en train d'importer, de planter, hein, alors, s'il dépasse 25 degrés, le grain n'arrive plus à se remplir. C'est ça la récolte, c'est le grain. Il n'arrive pas à se remplir, ce qu'on appelle l'échaudage. Alors, pour être plus... Alors, on perd en poids moyen du grain, donc 0 g par jour, mais on perd un rendement de 1,5 quintal par jour. C'est-à-dire, s'il y a 10 jours de température supérieure à 25 degrés, on aura perdu 10 fois 1,5 quintal. Alors, comme on navigue officiellement à 17 gâteaux, et bien, s'il y a 10 jours comme ça, c'est-à-dire en mars, avril, mai, mars, juin, ça y est, avril, mai, on dépasse à l'aise ces températures. Donc, avec des plaies comme ça, on ne va pas aller, c'est-à-dire on augmente notre dépendance. Il faut absolument qu'on revienne à nos céréales. Alors, les prévisions pour l'Afrique, un peu comme les températures, elles ne vont pas augmenter de façon uniforme. Chaque région, il va y avoir des différences, c'est pas la même chose. Alors, ce qui est prévu, disons, donc on voit que en Algérie, il y a des endroits où on va dépasser de 4 degrés. Quand il y aura 1 degré à l'échelle planétaire, nous c'est 4 degrés. D'accord? Vous voyez bon, jusqu'à présent, je vais vous montrer tout à l'heure une des courbes, comment s'est faite la progression des températures chez nous et par rapport aux températures à la moyenne planétaire. Alors ça, c'est des données pluviométriques, là où nous, là, on est dans le marron, donc avec risque de diminution de la pluviométrie de 15%. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup, 15%, ça fait énorme. Alors ça, c'est un peu, juste pour vous donner, complètement à l'ouest, on est à peu près à 400 mm de pluviométrie. C'est la limite, vraiment la limite pour les céréales. 400 mm, on ne peut pas descendre plus. Et bon, à l'est, ça va. On est à plus de 1000 mm. Au Chenot, l'Algérie, c'est comme une table qui est comme ça penchée. Là, on est plus bas. Là, on arrive à moins de 30 mètres dénivelé, en deçà du niveau de la mer. Et à l'ouest, on dépasse les 1000 mètres. Alors, comment ça se passe? Ça s'est passé, les stations, les plus vieilles stations qui ont pris des relevés ici en Algérie. Alors, si, avec une température supérieure de 1 degré, une augmentation, on a dépassé, il faut savoir qu'on a augmenté la température, et c'est moyenne planétaire de 0,8 degrés. Donc, alors, s'il y a 1 degré, on aura moins 5%, moins 5 à 10% de pluviométrie, moins 10 à 30% d'eau de surface, de ruissellement, donc l'huidaine et tout le reste. Et donc, on aura de 5 à 14% de diminution de rendement de céréales. Et moi, je pense que ça va aller beaucoup plus, de 5 à 14%. Et bon, pour les céréales, le reste, c'est pour les légumes, c'est autre chose. Bon, et là, on voit les précipitations. Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps que l'augmentation des températures, on a les précipitations qui ont chuté. Et on voit bien là, alors on est en quelle année? 70, 73 et tout. La sécheresse qui a fait une catastrophe. Et on est rentré donc directement en un déficit hydrique pluviométrique depuis cette époque. On retrouve la crise de 47, 48, 47. Elle est là aussi. Et je ne sais pas si vous dites la même chose, comment ça a été perçu ici, mais au sud, on parle de Amshar. Donc, alors, par rapport à l'eau, pourquoi on dit l'eau, si l'eau elle manque, l'agriculture, c'est elle qui consomme le plus d'eau. C'est l'activité économique qui consomme le plus d'eau. Elle consomme 80% de l'eau disponible, l'eau douce disponible sur la planète. Alors, pour vous dire, donc c'est 5% l'usage domestique, c'est rien du tout. Et l'industrie, le graphe, il ne correspond pas à les triangles là. Et l'industrie, elle fait à peu près 6%, c'est rien du tout. Et le reste, je ne sais pas où c'est.
Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au Maghreb, la région MENA, Maghreb, Moyen-Orient et tout, on est à la moyenne mondiale, ce qu'on dit eau disponible par personne, c'est 7000 mètres cubes. D'accord. Dans la région MENA, donc du Maroc jusqu'en Syrie et tout, on est à 1200, la moyenne. Et en Algérie, on est à 500 mètres cubes. Donc nettement en deçà. Quand je dis l'eau disponible, c'est pour tout. Hein. Vous allez voir, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on mange plus d'eau qu'on en boit, en fait. Hein. C'est pas... Alors, le déficit hydrique, on dit que d'ici 2040, il sera de 40%, 2030, il sera de 40%. Alors, en 2020, il faudrait avoir 800 milliards de mètres cubes en plus, c'est-à-dire 10 fois le Nil, hein, pour pouvoir... Donc, l'industrie, ce qu'elle consomme et tout. Il y a 250 millions d'hectares de terres irriguées. Ça fait 17% de la surface cultivée. Mais ces 17% assurent 40% de la production. 17% assurent 40% de la production. Donc, quand il n'y a pas d'eau, il y a énorme sur les 17% là, ça fait beaucoup en termes de production. Je vais donner un ordre de grandeur à l'échelle mondiale. Un hectare irrigué, il produit à peu près l'équivalent de 3 hectares et demi de non irrigués. Alors, le problème de l'eau, c'est un produit qui se stocke facilement, mais qui se transporte difficilement. Il faut beaucoup d'énergie pour transporter l'eau. Et paradoxalement, l'électricité se stocke difficilement, mais elle se transporte facilement. Et donc l'eau et l'électricité sont étroitement liées. Et vous avez une bonne partie de l'Afrique, toute l'Afrique centrale, subsaharienne et tout, qui a un déficit. Sauf que il y en a, la pluie, il y a de l'eau dans des nappes et tout, mais il y a un déficit hydrique. C'est un déficit économique. Il n'y a pas les moyens pour mobiliser cette eau. Et les moyens, c'est surtout des moyens énergétiques. Alors, comme c'est plus l'eau qu'on consomme, on mange, que l'eau qu'on boit, parce qu'on ne boit pas des tonnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une tasse de café, par exemple, une tasse de café, c'est 150 litres d'eau. Quand vous prenez une tasse de café, c'est 150 litres d'eau. C'est tout le process qui a fait que la graine, une jeune de café, de torréfication, etc., la tasse, c'est 150 litres d'eau. Pour une bouteille d'eau minérale, c'est 3 litres d'eau. Pour donner un ordre de grandeur. Donc, pour produire 1 kg de pommes, c'est 700 litres. 900 litres pour la pomme de terre, etc. Mais ce qu'on remarque, dès qu'on passe aux protéines, à l'alimentation protéique, c'est-à-dire là, on est l'œuf, poulet, etc., ça flambe. Et la consommation d'eau flambe. Quand vous prenez 1 kg d'œuf, si on peut parler comme ça, c'est 3300 litres d'eau. Alors, en moyenne, les gens consomment 5000 litres d'eau. D'accord, jour. Et pourquoi ça augmente? Parce que 3300 litres, c'est pas l'eau de la poule, hein, elle n'a pas bu 3300 litres. C'est l'eau qu'a consommé le soja et le maïs avec lequel on nourrit la poule, et c'est tout ça, c'est tout le process. Donc on a le poulet, on a la viande pour Fratena, on a le foie au lait, et on a le fromage, c'est 5000 litres. Et vous voyez que dès qu'on parle de bovin, c'est 15 000 litres. Alors, ça c'était l'eau, maintenant l'énergie. Généralement, on n'imagine pas, on ne pense pas à quel point l'énergie est liée à l'alimentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture consomme 30% de l'énergie actuellement qui existe sur la planète, ce qui est mobilisé. L'agriculture à elle seule consomme 30%. Donc, elle consomme 4 fois plus que l'industrie. C'est énorme. La pomme de terre, alors la production mondiale d'engrais,
une tonne d'engrais, pour une tonne d'engrais, tout à l'heure il parlait de DSA d'engrais et tout, une tonne d'engrais c'est 2,5 tonnes de pétrole. D'accord? Rien qu'en ammonitrate, la France consomme 90 000 tonnes an. Donc, équivalent. J'ai fait des rapprochements. Actuellement, la Terre produit à peu près 84 millions de barils jour, actuellement. Il faudrait presque une semaine de production. L'engrais azoté consomme une semaine à lui seul, une semaine de production mondiale d'énergie sur la planète. Rien que l'engrais azoté. Alors, donc, ce qui est produit, c'est 50 millions de tonnes à l'échelle de la planète. Vous faites la conversion en tonnes de pétrole et vous allez voir que c'est pas. Alors, donc, il faut 0,5 litres de pétrole pour produire 100 grammes de viande, 1,2 litres de pétrole pour produire 100 grammes de fromage, et on consomme à l'année 1500 litres de pétrole. Alors, un problème qui est plus, disons, pertinent, c'est qu'actuellement, il nous faut 25 calories, on produit actuellement, avec de l'énergie fossile, donc pas pour longtemps, donc, il nous faut 25 calories d'énergie fossile pour produire une calorie animale, de protéines animales. Alors, 25 pour une. Alors que dans l'ère pré-industrielle, l'agriculture paysanne et tout, avec une calorie de l'énergie humaine, donc renouvelable, on produisait 5 calories alimentaires. Et ça a été revérifié actuellement dans un pays qui vit ça à l'échelle réelle, c'est le Cuba. Cuba, depuis 90, ils ont fait une révolution en termes d'agriculture biologique et tout. C'est un exemple que c'est de la grande école, quoi. Alors, l'énergie encore, actuellement dans les pays industrialisés, un camion sur 3 sert au transport alimentaire et quitte à la fac, là où généralement, il a fait 2500 km. Un repas, en général, a fait 2500 km. Parce que, imaginez, vous mettez rien que la banane sur la table. Combien elle a fait de kilomètres? Vous mettez une pomme qui vient d'Espagne, vous mettez. Surtout, là, c'est plus de 2500 km. C'est clair. Alors. 2 millions. Alors, donc, on voit la dépendance, le degré de dépendance de l'alimentation à l'énergie. Alors pourquoi l'énergie? L'énergie, on parle d'énergie carbonée et fossile, qui est pétrole. C'est une providence, on l'a trouvé, elle a été exploitée. Vous remarquez, là, c'est une consommation de l'énergie. Dans l'histoire, donc on a commencé en 1850 et on commence. Mais c'était une consommation chouïa, la baisse. À partir de 1950, hop, ça grimpe. Pourquoi 1950? 1950, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale? On s'est partagé le monde. Hein, ils nous ont partagé et hop, maintenant ils se sont mis à travailler. Parce que nous, des pays comme l'Afrique et tout, si on enlève l'Égypte et l'Afrique du Sud, pratiquement toute l'Afrique, elle ne consomme pas comme Las Vegas. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Afrique, elle a commencé à consommer de l'énergie à peu près à partir des années 70. C'est tout. Donc, comme par hasard, alors on retient cette date de 1950. Alors, tiens, ça c'est les richesses qu'on produit. Le PIB mondial. Et le PIB qui augmente aussi en 1950. Avec l'énergie, en même temps. C'est l'énergie qui a permis l'augmentation de... C'est l'énergie qui a permis l'augmentation de ce développement de richesse. Et sans énergie, on ne peut rien faire. Pourquoi sans énergie? Et ça, c'est comme par hasard, qui quitte 1950. Et ça grimpe. Tous en même temps. C'est la population. En fait, avec l'énergie carbonée fossile, alors, j'avais pas les chiffres en tête, je les ai cherchés hier, je les ai retrouvés. Alors, 1 litre
de carburant, d'essence, il dégage 2,2 à 4 kWh mécanique. Alors, un travailleur manuel, je vous dis pas, le travailleur manuel, c'est presque 12 heures par jour à remuer de la terre. Hein, manuel, pas avec ses pieds. Il dégage